Je m'appelle Naomi Carter, j'ai 27 ans. Et la nuit où ma mère m'a ri au nez, j'ai enfin compris qu'aucune quantité de travail acharné ne ferait jamais de moi une fille à ses yeux. J'étais assise à la table à manger de mes parents, pendant qu'ils s'extasiaient sur le mariage de ma sœur jumelle, comme s'il s'agissait d'un événement royal. Ils parlaient de fleurs importées, d'un domaine privé avec jardin, d'une robe de créateur, et d'une lune de miel si chère, que cela n'avait aucun sens pour une famille, qui m'avait toujours dit d'être pragmatique. Je les ai laissés parler, jusqu'à ce que je pose la seule question, qui n'aurait jamais dû faire taire toute la pièce. Qu'en est-il de ma part du fonds de mariage? Ils m'ont tous regardé, comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré. Puis, ma mère s'est adossée à sa chaise, a souri comme si elle expliquait une évidence à un enfant, et a dit, « L'or et la poussière, ce n'est pas la même chose. » Ma sœur a littéralement applaudi à ces mots. Elle a applaudi, comme si mon humiliation était la chute d'une blague, qu'ils attendaient tous de raconter. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je ne leur ai pas offert la scène qu'ils espéraient probablement, pour pouvoir me traiter de dramatique et d'ingrate. Je me suis simplement levé, j'ai pris mes clés, je suis sorti de la maison, et j'ai conduit toute la nuit, sans répondre à un seul appel. Au lever du soleil, mon téléphone était saturé. 53 appels manqués de ma mère, 20 de ma sœur. Des messages vocaux, et des SMS me suppliant, m'implorant de revenir, avant que je ne commette une terrible erreur. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, avant d'envoyer finalement un seul message, « Pourquoi suppliez-vous un morceau de poussière ?» Mais, pour comprendre pourquoi ce simple texte a semé la panique dans toute ma famille, vous devez savoir ce qu'il m'avait pris, pendant des années. Au moment où ma sœur et moi étions assez grandes, pour comprendre comment fonctionnaient les familles, je savais déjà que la nôtre avait une favorite. Nous étions jumelles, mais la ressemblance s'arrêtait là. Elle avait le genre de personnalité, que les gens remarquaient tout de suite. Elle était bruyante, charmante, et dramatique, d'une manière qui faisait rire les adultes, au lieu de les inquiéter. Elle savait comment entrer dans une pièce, et donner l'impression, qu'un public venait d'arriver juste pour elle. J'étais plus calme. J'aimais les plans, les routines, et savoir exactement où en étaient les choses. Ma mère me qualifiait de sérieuse, comme si c'était un défaut. Mon père me traitait de difficile, chaque fois que je demandais pourquoi les règles étaient différentes pour moi. Ma sœur s'en tirait toujours après avoir fait des bêtises, parce qu'elle était pleine de vie. Moi, j'étais puni pour les moindres erreurs, car je devais être plus raisonnable. C'était la norme, dans notre maison. Elle était celle qui avait besoin de douceur. J'étais celle, qui devait y survivre sans en avoir. Lors des fêtes d'anniversaire, elle avait le plus gros gâteau, parce qu'elle aimait davantage attirer l'attention. Lors des événements scolaires, ma mère manquait mes remises de diplôme, mais bizarrement, elle ne ratait jamais une seule représentation de ma sœur, même les plus médiocres. Si des proches nous rendaient visite, ils entendaient sans cesse, à quel point ma sœur était belle et sociable. Et puis, ma mère me montrait du doigt, comme si j'étais un détail secondaire, en disant que j'étais l'intelligente. C'était la case, dans laquelle il m'avait très tôt enfermé. Utile, mais oubliable. Capable, mais mal aimé. Plus nous grandissions, plus il devenait évident, que mes parents n'essayaient pas de le cacher. Ils lui achetaient des vêtements, parce qu'elle s'intéressait à la mode. Ils lui donnaient plus d'argent de poche, parce qu'elle avait une vie sociale à entretenir. Ils la laissaient pleurer pour échapper aux conséquences de ses actes, tout en me disant que j'étais trop froide, chaque fois que je refusais de jouer le jeu. Je pensais que si je réussissais suffisamment, si je me comportais assez bien, et si je rendais leur vie plus facile, ils finiraient par me regarder, de la même manière qu'ils la regardaient. Mais chacune de mes victoires, semblait seulement les irriter davantage. Quand j'obtenais les meilleures notes à l'école, ma mère disait, que je donnais un complexe d'infériorité à ma sœur. Quand j'ai eu une opportunité de bourse d'études, mon père m'a dit, d'arrêter d'agir de façon hautaine. Quand je travaillais le week-end, pour m'acheter mon propre ordinateur portable, ma mère m'a traité de radine, parce que je ne le partageais pas plus avec elle. Rien de ce que je faisais, n'avait le droit de m'appartenir. Si je réussissais, j'étais égoïste. Si je fixais des limites, j'étais compliqué. Si je restais silencieuse, il supposait que je pouvais supporter encore plus de négligence. Le fonds de mariage était la seule chose pour laquelle je me permettais de croire à une certaine équité. Mes grands-parents l'avaient créé lorsque nous étions adolescentes. Il était censé être équitable, un cadeau pour leurs deux petites filles,
quelque chose de pragmatique, pour deux avenirs qui n'étaient pas encore écrits. Je me souviens de ma grand-mère, me serrant la main et me disant, quoi qu'il arrive plus tard, ce sera la seule chose, que personne ne pourra t'enlever. Je me suis accroché à cette phrase, pendant des années. J'ai même cotisé à ce fonds moi-même, une fois que j'ai commencé à travailler à temps partiel, au lycée. Pas une somme énorme au début, mais suffisamment pour que cela compte à mes yeux, car chaque euro représentait des heures d'effort. Personne ne m'avait forcé à donner. J'y contribuais parce que je pensais, qu'un jour quand je me marierais, j'entrerais au moins dans cette partie de ma vie, en sachant que quelque chose avait été mis de côté, pour moi aussi. Cela semble naïf aujourd'hui, mais quand on grandit en étant à moitié aimé, on devient une experte, pour bâtir de l'espoir à partir de miettes. Vous prenez le moindre signe d'équité, et vous le traitez comme la preuve, que l'histoire n'est peut-être pas encore terminée. C'était mon erreur. Je croyais que le fonds de mariage signifiait, qu'il y avait une partie de ma vie, que ma famille ne pouvait pas réécrire pour la centrer sur ma sœur. Je n'avais aucune idée, qu'il se préparait déjà, à faire exactement cela. La manière la plus simple de comprendre la différence entre moi et ma sœur, à l'âge adulte, est celle-ci, je construisais des choses. Elle, les mettait en scène. J'ai financé mes études universitaires, grâce à des bourses, des stages, et des petits boulots, qui m'ont appris à empêcher des emplois du temps impossibles, de s'effondrer. J'ai fini par travailler dans l'organisation de mariages et d'événements, parce que j'étais doué sous la pression, et encore meilleur, pour réparer les catastrophes, avant même que quiconque ne s'en rende compte. Je connaissais les contrats, les échéanciers des fournisseurs, les calendriers d'acompte, les plans d'urgence, et je savais exactement, combien d'émotions les gens attachaient à un seul jour parfait. Je savais aussi, combien d'argent les gens étaient prêts à brûler, juste pour susciter la jalousie d'étrangers, pendant quelques heures. Cette partie-là, ne m'a jamais impressionné. J'ai déménagé à Charlotte après l'université, et j'ai bâti une vie, qui avait du sens pour moi. Mon appartement n'était pas glamour, mais il était paisible. Mon travail était exigeant, mais il était authentique. Je payais mes factures, je tenais mes promesses, et j'ai appris, que la stabilité était un luxe, quand on avait grandi dans le chaos émotionnel. Ma sœur a pris la direction opposée. Elle se réinventait tous les 6 mois, en fonction du type d'attention, qui semblait le plus facile à obtenir. Elle a essayé le fitness en boutique, puis le blogging art de vivre, puis les partenariats de marques sur les réseaux sociaux, et ensuite, l'animation d'événements. Rien de tout cela n'a duré assez longtemps pour devenir une véritable carrière. Mais comme elle avait une apparence soignée, et savait flatter les gens, mes parents continuaient d'agir, comme si elle était sur le point d'accomplir quelque chose d'énorme. À chaque fois qu'elle échouait, ils redéfinissaient cela, comme du potentiel. À chaque fois que je réussissais, ils traitaient cela, comme un défaut de personnalité. À ce stade, j'y étais habitué. Ce qu'ils ne pouvaient pas rabaisser, c'était la vie, que j'avais commencé à construire par moi-même. J'ai rencontré Ethan lors d'une visite de repérage, après qu'une tempête a coupé le courant, pendant un dîner de répétition. Tout le monde paniquait. Il était l'un des architectes, consultants pour la restauration du domaine. Et pendant que la famille de la mariée perdait les pédales, il était la seule personne dans la pièce, encore plus calme que moi. Nous avons fini par rire dans un couloir sombre, éclairé par des bougies de secours, au-dessus de plans de table ruinés. Il était attentionné, sans être dans la représentation, gentil, sans avoir besoin d'en tirer le mérite. Il écoutait d'une manière qui me donnait l'impression que je n'avais pas besoin de rivaliser avec le bruit ambiant, juste pour être entendu. Rires étouffés. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, avant de parler sérieusement de mariage. Et quand nous l'avons fait, cela ne ressemblait en rien au chaos dans lequel j'avais grandi. Nous avons parlé de budget, avant de parler de fleurs. Nous avons discuté du nombre d'invités, avant de parler d'esthétique. Nous avons évoqué ce qui comptait, et ce qui n'avait pas d'importance. Nous voulions quelque chose d'intime, d'élégant, et d'honnête. Pas de grand spectacle, pas de faux semblants. Juste une salle, remplie de gens, qui nous aimaient sincèrement. Pour la première fois de ma vie, je pouvais imaginer un mariage, sans ressentir de l'appréhension. À peu près à la même époque, ma sœur a annoncé ses fiançailles avec Miles Holloway. C'était un avocat d'affaires au goût de luxe, aux manières impeccables, issu de ce genre de milieu familial, que ma mère avait poursuivi toute sa vie, à travers des invitations au country club, et des amitiés stratégiques. Vu la façon dont mes parents ont réagi,
on aurait cru que ma sœur venait d'épouser un membre de la famille royale. Du jour au lendemain, chaque conversation a tourné autour des lieux, des menus, des essayages, des cercles sociaux, et de la façon dont ce mariage devait être parfait, car il allait ouvrir des portes. Cette phrase m'est restée en tête. Ouvrir des portes, mais pour qui? Pas vraiment pour la mariée, ni même pour le mariage. C'était pour mes parents, pour leur image, pour ce fantasme, qu'ils avaient toujours rattaché à ma sœur, parce qu'elle incarnait la vie, qu'ils voulaient que les gens croient qu'ils menaient. Ma mère s'est mise à m'appeler plus souvent. Non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me soutirer des informations, sur les prestataires, les contrats, et les plannings. Pouvais-je recommander un fleuriste? Pouvais-je jeter un coup d'œil rapide, à un accord de traiteur? Connaissais-je quelqu'un, qui pourrait les aider, à obtenir un meilleur tarif pour le domaine? Mon premier instinct aurait dû être de dire non, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Une partie de moi, voulait encore se rendre utile, car l'utilité avait toujours été, ce qui se rapprochait le plus de leur approbation. J'ai donc répondu à quelques questions. Je les ai mis en contact, avec un représentant de lieu en qui j'avais confiance. J'ai signalé une mauvaise clause, dans un contrat. Je leur ai expliqué, à quoi ressemblaient des coûts réalistes, s'ils voulaient de la qualité, sans se faire arnaquer. Ma mère m'a remercié, comme si elle me rendait service, en me laissant contribuer. Ma sœur ne m'a presque pas dit merci. Elle était trop occupée à publier, des maquettes d'arches florales, et de tours de champagne à ses abonnés, comme si elle avait tout conçu elle-même. Même là, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'avais Ethan. J'avais mon propre avenir. J'avais ce fonds, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'étais persuadé que le moment venu, il resterait encore quelque chose, qui porterait mon nom. Je ne comprenais pas encore que, pour ma famille, ma compétence n'était pas quelque chose à honorer. C'était juste une ressource de plus à vider. Le dîner où tout s'est finalement brisé, a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille, chez mes parents. Trop de mise en scène, trop de faux semblants. Ma mère m'avait invité, pour ce qu'elle appelait un petit dîner de planification, avant la dernière ligne droite du mariage. J'ai failli ne pas y aller, mais Ethan m'a encouragé, à garder des relations cordiales si je le pouvais. Il n'avait pas grandi dans une famille comme la mienne, mais il en comprenait assez pour savoir, que je faisais toujours le deuil de la famille que j'aurais souhaité avoir, et non de celle qui existait. J'ai donc fait la route pour la soirée, avec une bouteille de vin, et le stupide espoir que, peut-être, cette fois-ci, ils se comporteraient au moins comme des gens décents, le temps d'un repas. Ma sœur rayonnait, de cette manière soigneusement calculée, qu'elle adoptait toujours, quand elle savait que tous les regards étaient braqués sur elle. Ma mère n'arrêtait pas de sortir des classeurs, des échantillons, et des plans de table, comme si elle organisait une campagne électorale, au lieu d'un mariage. Mon père parlait de chiffres, d'une manière vague et prétentieuse, qui laissait entendre qu'il voulait paraître important, sans jamais rien dire de concret. Pendant la première demi-heure, j'ai surtout écouté. Puis, ma mère a commencé à discuter, d'une amélioration de dernière minute, pour le forfait du domaine. Plus de fleurs, un meilleur éclairage, et une option de transport de luxe pour les invités, dont personne n'avait réellement besoin. J'ai d'abord posé la question doucement. J'ai dit, si vous dépensez à ce niveau-là, qu'est-ce que cela signifie, pour le reste du fonds de mariage? Ma mère a arrêté tout mouvement. Ma sœur a baissé les yeux, vers son assiette. Mon père s'est raclé la gorge, et a attrapé son verre d'eau. J'ai compris à cet instant. Je ne savais juste pas, à quel point c'était grave. J'ai redemandé, plus directement cette fois, qu'est-ce que cela signifie, pour ma part? Ma mère a posé sa fourchette, et m'a lancé un regard, que j'avais vu toute ma vie. Celui qui disait, j'allais être puni, pour avoir ruiné sa version préférée de la réalité. Elle a dit, il n'y a plus vraiment de part pour toi. La majeure partie, est passée dans le mariage de ta sœur. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Je l'ai dévisagé. J'ai demandé, qu'en est-il de l'argent que j'y ai mis? Elle a haussé les épaules. Nous contribuons tous à la famille, Naomi. Ensuite, j'ai posé la question qui l'a fait sourire, donc, vous avez dépensé l'argent de mes grands-parents, et mon argent, pour elle, et vous n'aviez jamais prévu de me le dire. Elle s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras, et a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire gêné. Un rire cruel. L'or et la poussière, ce n'est pas la même chose, a-t-elle déclaré.
ta sœur se marie dans un monde où les apparences comptent. Cet investissement est logique. Toi et Ethan, vous faites une toute petite chose, de bon goût. Rire moqueur. Vous n'avez pas besoin du même genre d'aide. Pendant une seconde, très honnêtement, je n'ai plus rien entendu dans la pièce. C'était comme si mon corps était devenu silencieux de l'intérieur. Puis ma sœur a tapé dans ses mains une fois, d'un coup sec et suffisant, et a dit « Maman est dure ». Mais elle n'a pas tort. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose de permanent s'est refroidi en moi. Parce que toute ma vie, j'avais imaginé le point de rupture comme une immense explosion dramatique. Je pensais que, si on me poussait un jour trop loin, je finirais par crier. Au lieu de cela, je suis devenu très calme. Je les ai regardés tous les trois, et j'ai réalisé qu'aucun d'eux ne s'attendait à des conséquences. Ils s'attendaient à de la douleur, peut-être à des larmes, ou peut-être à une dispute, qu'ils pourraient déformer, pour prouver que j'étais instable et jalouse. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que je devienne stratégique. Alors, je me suis levé. Ma mère m'a dit de ne pas en faire un drame. Mon père a dit que nous pourrions en discuter plus tard. Ma sœur a levé les yeux au ciel, et a demandé si j'allais sérieusement ruiner l'ambiance, pour une histoire d'argent. J'ai pris mon sac, mes clés, et mon manteau. Je n'ai rien dit. Je suis sorti, pendant que ma mère m'appelait encore, dans mon dos. À la seconde où je suis monté dans ma voiture, je n'ai pas pleuré. J'ai allumé mon ordinateur portable. Parce que, dans leur précipitation pour organiser un mariage de luxe qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'offrir, ils s'étaient reposés sur mon accès professionnel, bien plus qu'ils ne le réalisaient. Le représentant du domaine qu'ils utilisaient avait accepté un blocage temporaire de date, grâce à ma recommandation. Le designer floral avait validé une réduction, grâce à un code de parrainage, lié au réseau de mon entreprise. L'entreprise de transport n'avait repoussé le paiement intégral, que parce que je m'étais porté garante, affirmant que cette famille ne me ferait pas honte. J'ai envoyé 3 courriels, et passé 2 appels, avant même de sortir de l'allée en marche arrière. Le tout de manière très professionnelle, très propre. J'ai informé les prestataires que je retirais mon parrainage personnel et professionnel de tout arrangement de flexibilité en cours lié à la famille Carter-Holloway. J'ai précisé que je n'étais pas financièrement responsable des soldes impayés et que personne ne devait se baser sur mon nom ou ma réputation à l'avenir. Je n'ai demandé à personne d'annuler quoi que ce soit. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement retiré le pilier sur lequel ils avaient bâti leur fantasme. Ensuite, j'ai roulé vers Charlotte à travers la nuit, en gardant mon téléphone face contre le siège, à côté de moi. Au moment où je suis arrivé chez moi, j'avais cet appel manqué. Au lever du soleil, il y en avait plus de 70. 53 de ma mère, 20 de ma sœur. Un torrent de messages vocaux, passant de l'indignation à la panique, en moins de 6 heures. Le domaine exigeait une confirmation immédiate. Le fleuriste suspendait sa production. Le transport était suspendu, jusqu'à ce que le paiement soit réglé. La maquilleuse de ma sœur avait entendu dire qu'il y avait des problèmes de contrat, et voulait être rassurée. Pour une fois dans leur vie, ils n'appelaient pas pour me demander quelque chose discrètement. Ils appelaient parce que tout ce qu'ils avaient construit en m'écrasant était en train de s'effondrer. J'ai écouté un message vocal de ma mère, où elle semblait essoufflée, furieuse et effrayée, tout à la fois. Naomi, rappelle-moi tout de suite. Tu vas beaucoup trop loin. Puis, un message de ma sœur, au ton tranchant, avec une pointe de panique sous l'arrogance. Ne me fais pas ça. Ne gâche pas mon mariage, juste parce que tu es aigri. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, avant de taper ma réponse, pourquoi suppliez-vous un morceau de poussière? Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, et je suis enfin allé dormir. Quand je me suis réveillé cet après-midi-là, je m'attendais à me sentir coupable. J'avais été entraîné à culpabiliser. Toute mon enfance m'avait conditionné à croire que refuser de l'aide à des personnes qui me traitaient mal était en quelque sorte plus honteux que la façon dont ils me traitaient, en premier lieu. Mais la culpabilité n'était pas ce que je ressentais. Le soulagement n'était pas exactement de la joie, ni de la vengeance, au sens caricatural que les gens imaginent quand ils entendent ce mot. C'était le soulagement profond, presque inconnu, de comprendre enfin que je n'étais plus obligé de me porter volontaire pour être le pont que les gens brûlent alors qu'ils sont encore debout dessus.
Mon téléphone explosait encore de notifications, quand je l'ai rallumé. Ma mère était passée en mode victime. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille, après tout ce que nous avons fait pour toi? Mon père, qui avait à peine parlé la veille au soir, a envoyé un message glacial, m'accusant de saboter ma sœur par jalousie. Ma sœur est passée par toutes les versions d'elle-même, en un seul fil de discussion. D'abord furieuse, puis moqueuse, puis suppliante, avant de menacer de dire à tout le monde que j'avais essayé de détruire son mariage, parce que je ne supportais pas de la voir heureuse. Cette dernière menace m'a presque fait rire. Les gens comme ma sœur supposent toujours que tous les autres sont motivés par la même fin superficielle qu'eux. Il ne lui a jamais traversé l'esprit que je n'essayais pas de lui voler la vedette. J'en avais juste fini de porter la scène sur mon dos. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai plutôt appelé Ethan. Je lui ai tout raconté, y compris la phrase que ma mère avait prononcée. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, d'une manière qui m'a indiqué qu'il était bien plus en colère qu'il ne voulait le montrer. Puis, il a posé la seule question qui comptait, « As-tu fait quelque chose de mal ?» J'ai répondu que non. Il m'a dit, « Alors, laisse-les gérer ce qu'ils ont eux-mêmes créé. » C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'aimais. Il ne confondait jamais la paix avec la soumission. Au cours des jours suivants, j'ai appris à travers un mélange de messages vocaux, de connaissances communes, et de ce genre de commérages familiaux qui circulent plus vite quand des gens riches risquent d'être gênés ou que le mariage ne s'était pas effondré, mais qu'il s'était fissuré. Mes parents s'étaient démenés pour le maintenir à flot. Mon père a liquidé une partie d'un compte qu'il n'aurait jamais dû toucher aussi rapidement. Ma mère a emprunté de l'argent à deux proches qu'elle méprisait en privé. Ma sœur a supprimé certains extras de décoration, mais seulement ceux que les invités ne remarqueraient pas immédiatement sur les photos. Ils ont gardé le domaine, mais avec un forfait réduit. Ils ont gardé la robe, parce que, bien évidemment, il le fallait. Ils ont maintenu l'illusion de la richesse, mais de justesse. En coulisses, on aurait dit que c'était la panique, les reproches, et des cartes de crédit poussées à leurs limites. Plusieurs invités ont remarqué que les prestataires semblaient tendus. Une des amies de ma mère a surpris une dispute concernant des factures impayées, près de l'entrée de la réception. Une cousine m'a envoyé un message, pour me dire que mon absence était le véritable sujet de conversation de la soirée. Apparemment, les gens trouvaient étrange qu'une sœur jumelle soit absente, lors d'un mariage aussi important, et encore plus étrange, que personne ne soit capable de donner deux fois la même explication. À certains, on a dit que j'avais une urgence au travail. À d'autres, on a dit que j'étais malade. À d'autres encore, que Ethan et moi, nous étions séparés. Ma rumeur préférée a été celle affirmant que j'étais devenu trop émotionnellement instable pour pouvoir y assister. Celle-là portait incontestablement la marque de fabrique de ma mère. Malgré tout, les photos que ma sœur a postées par la suite semblaient suffisamment parfaites, à condition de ne pas savoir ce qui s'était passé en dehors du cadre. Elle souriait, comme si elle avait gagné. Miles souriait, comme un homme posant fièrement, à côté d'une acquisition coûteuse. Ma mère avait l'air épuisée, sous son maquillage professionnel. Mon père avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Les commentaires en ligne regorgeaient des compliments vides habituels, mariage de rêve, marié de contes de fées, je suis obsédé par ce couple. J'ai regardé les photos une fois, et puis, plus jamais. Le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas du tout consumé par tout cela. Je m'étais attendu à ce que la colère continue de brûler, mais la distance a modifié la texture de chaque chose. Ma famille avait bâti sa vie autour de l'image, et au moment où j'ai pris du recul, j'ai pu voir à quel point tout cela était réellement fragile. Ils avaient besoin de moi, bien plus qu'ils ne l'admettraient jamais. Non pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce que j'étais la colonne vertébrale pragmatique, dans une famille accro aux apparences. Sans moi, ils pouvaient toujours organiser une fête. Mais ils ne pouvaient tout simplement pas le faire, proprement. Ethan et moi avons avancé sur nos propres projets, de cette manière paisible, qui me permettait de garder toute ma tête. Nous avons visité un domaine au bord d'un lac, à la périphérie de Charlotte, bien plus petit que tout ce que ma mère aurait pu approuver, et nous avons immédiatement su que c'était le bon endroit. Il y avait de vieux arbres, une lumière douce, et une vue qui n'avait besoin de rien prouver à personne. Nous avons fait appel à un chef local, au lieu d'un traiteur de luxe. Nous avons réduit notre liste d'invités à ceux qui avaient été réellement présents pour nous, dans la vraie vie.
Chaque choix que nous faisions ressemblait à une correction. Pas seulement pour mon mariage, mais pour ma compréhension même de ce qu'une célébration était censée être. Ce n'était pas une mise en scène. C'était un témoignage. Il ne s'agissait pas de savoir qui allait être impressionné. Il s'agissait de savoir à qui l'on pouvait faire confiance. Pendant ce temps, les appels de ma famille ont diminué. Non pas parce qu'ils m'avaient pardonné, mais parce qu'ils étaient occupés à essayer de maintenir l'illusion que tout allait bien. Je savais que cette phase ne durerait pas. Les dettes ont le don de rendre la vérité beaucoup plus bruyante. Tout comme un mariage, lorsqu'il est bâti sur l'image, au lieu de l'intimité. Je n'avais pas besoin de souhaiter qu'il y ait des conséquences. J'avais déjà vu assez de mariages pour savoir qu'elles finiraient par arriver. Environ 3 mois après le mariage, la première véritable faille a commencé à m'atteindre depuis l'extérieur de la bulle familiale. Une de mes anciennes amies d'université, qui évoluait toujours dans les mêmes cercles sociaux que ma sœur, m'a envoyé un message après minuit. Une question qui semblait innocente, mais qui ne l'était pas, « Est-ce que tout va bien, entre ta sœur et Miles ?» J'ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu, parce que Sienna publie beaucoup de citations vagues, sur la solitude et le faux amour. Et elle a été vue en train de pleurer dans un restaurant, pendant que Miles partait avant elle. J'aurais dû ressentir de la compassion. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti, c'était de la lucidité. Non pas parce que je voulais que son mariage échoue, mais parce que j'avais percé à jour la nature transactionnelle de leur relation depuis le tout début. Miles n'était pas tombé amoureux de ma sœur. Il l'avait sélectionnée. Elle était assez raffinée pour les photos, assez docile pour être modelée, et assez superficielle pour confondre le fait d'être exposée en trophée avec le fait d'être chérie. Ma mère l'adorait parce qu'il apportait du statut social. Ma sœur l'aimait parce qu'il apportait ce statut, des costumes hors de prix, et un nom de famille, qui ouvrait le genre de portes devant lesquelles elle avait toujours voulu se tenir. Mais le statut social n'est pas l'intimité. Être choisi, ce n'est pas être connu profondément. Une fois le mariage terminé, et la représentation devenue moins excitante, ils se sont retrouvés seuls l'un avec l'autre, et il n'y avait pas grand-chose entre eux. Vers la même période, la situation financière de mon père a commencé à s'effondrer, d'une manière qui aurait pu être presque poétique, si ce n'était pas aussi pathétique. Il s'était toujours flatté d'être l'homme le plus intelligent de la pièce, quand il s'agissait d'argent. C'était en partie la raison pour laquelle les dépenses excessives du mariage étaient allées aussi loin. Il croyait sincèrement pouvoir contourner la réalité par la suite. Seulement, la suite est arrivée, beaucoup plus vite que prévu. Les emprunts d'urgence se sont transformés en soldes qui s'accumulent. Les soldes accumulés se sont transformés en pression écrasante. La pression s'est transformée en erreur tragique. L'un de ses collègues a apparemment découvert qu'il avait emprunté en privé, dans les cercles sociaux de ses clients, pour couvrir des obligations personnelles. Et bien que je n'ai jamais eu toute l'histoire, j'en ai entendu assez, pour savoir que sa crédibilité professionnelle en avait pris un sérieux coup. La boutique de ma mère qui survivait déjà péniblement, grâce à son image locale, plutôt qu'à de réels profits à elle aussi, commençait à manquer des paiements. Elle a vendu ses stocks au rabais, puis a fait semblant qu'il s'agissait d'une stratégie saisonnière. Elle a annulé un engagement auprès d'un comité de charité, dont elle se vantait depuis des années. Les amis qu'elle avait l'habitude de recevoir ont arrêté d'appeler aussi souvent, une fois qu'il n'y avait plus de table chic à laquelle s'asseoir. Mes parents avaient passé tellement de temps à soigner l'apparence de la stabilité, qu'ils n'avaient aucune idée de comment survivre sans les applaudissements. C'est à ce moment-là que les messages ont recommencé. Ils arrivaient de numéros que je ne connaissais pas, de parents éloignés, et même d'un vieux voisin, qui m'a laissé un long message vocal, m'expliquant que la famille reste la famille, quoi qu'il arrive. Ma mère m'a écrit une lettre, et l'a envoyée par la poste, à mon bureau. Pas à mon appartement, à mon bureau. Cela seul, me prouvait qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'était la honte. Dans sa lettre, elle a essayé toutes les versions de la vérité, sauf la bonne. Elle a écrit que le stress du mariage avait poussé certaines choses à être dites, sur un mauvais ton. Elle a écrit que toutes les familles commettent des erreurs. Elle a écrit que ma sœur rencontrait des difficultés dans son mariage, et qu'elle avait besoin du soutien de sa jumelle. Elle n'a pas écrit qu'elle m'avait traité de poussière. Elle n'a pas écrit qu'elle m'avait volé l'argent qui m'était destiné. Elle n'a pas écrit qu'elle n'avait remarqué ma valeur
qu'une fois que mon absence avait un prix. J'ai plié la lettre, et je l'ai jetée. Une semaine plus tard, ma sœur m'a appelé, depuis un numéro masqué. Je n'aurais pas dû répondre, mais quelque chose en moi voulait entendre à quoi ressemblait sa voix, quand la vie cessait de l'applaudir. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse. Elle a dit que Miles et elle traversaient des difficultés. Elle a dit que le mariage était plus dur que ce qu'elle avait imaginé. Elle a raconté qu'il voyageait tout le temps, travaillait sans cesse, et était toujours irrité. Et que, dernièrement, il avait commencé à faire des remarques sur ses dépenses et sur l'instabilité de sa famille. Puis, elle en est venue au vrai sujet. Elle m'a demandé si j'avais encore des contacts qui pourraient aider la boutique de notre mère avec un partenariat événementiel. Peut-être quelque chose de haut de gamme qui pourrait attirer de nouveaux clients. Face à mon silence, elle a poussé le bouchon plus loin. Elle m'a demandé si Ethan connaissait des investisseurs. J'ai failli admirer son culot. Même là, au beau milieu de son propre effondrement, elle me voyait toujours comme un objet utilitaire. Non pas comme une sœur, ni comme une personne qu'elle avait humiliée, mais comme un outil, dont elle espérait qu'il n'avait pas encore appris sa valeur. Je lui ai répondu non. Elle est devenue cinglante immédiatement. Elle m'a accusé de me réjouir de cette situation, d'attendre qu'il souffre, pour pouvoir me sentir supérieur. C'est à cet instant-là, que j'ai enfin formulé une chose, qui était vraie depuis des années: je n'ai pas besoin que vous souffriez, pour savoir qui je suis. J'avais juste besoin de cesser de vous laisser le décider à ma place. Elle m'a raccroché au nez. Peu de temps après, une connaissance de la famille m'a appris que mes parents se préparaient discrètement à vendre leur maison, pour emménager dans un endroit beaucoup plus petit. Officiellement, ils voulaient moins d'entretien. Officieusement, les dettes les étouffaient. Cette même maison, où j'avais passé des années à m'entendre dire que mon rôle était de comprendre, de m'adapter, de donner toujours plus, était désormais une chose de plus, qu'ils n'avaient plus les moyens de garder. Ethan m'a trouvé assise dans notre cuisine, la nuit où j'ai appris cette nouvelle, le regard perdu dans le vide. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai répondu que je ne savais pas ce que je ressentais. Il n'y avait aucun triomphe là-dedans, juste une étrange douleur, face au fait que des gens puissent détruire leur propre vie, simplement pour protéger leur fierté. Rires étouffés. Il s'est assis à côté de moi, et a dit une chose que je n'ai jamais oubliée: certaines personnes préfèrent tout perdre, plutôt que d'admettre qu'elles ont eu tort, face à l'unique personne qu'elles ont traité le plus mal. Il avait raison. Ma famille ne s'effondrait pas, parce que je les avais abandonnés. Ils s'effondraient parce que chaque choix majeur qu'ils faisaient était conçu pour préserver un mensonge. Le mensonge selon lequel l'image comptait plus que la force de caractère. Le mensonge selon lequel le favoritisme n'avait aucun prix. Le mensonge selon lequel l'enfant qui veillait à ce que tout fonctionne resterait toujours assez proche pour être utilisé. À ce stade, j'avais arrêté de confondre leurs urgences avec ma propre responsabilité. J'avais passé une trop grande partie de ma vie à payer des intérêts émotionnels sur des dettes que je n'avais jamais contractées. S'ils étaient finalement obligés d'affronter ce qu'ils avaient eux-mêmes construit, alors ce n'était pas de la cruauté. C'était la conséquence de leurs actes. La dernière fois qu'ils ont essayé de me contacter, c'était près de 8 mois après ce fameux dîner. À cette époque, Ethan et moi avions terminé presque toute la planification pour notre mariage. Nous avions nos invitations, notre menu, notre musique, et une liste d'invités tellement réfléchie, que chaque nom inscrit dessus me rassurait, au lieu de me faire me sentir obligé. Ma vie était devenue si stable, que le chaos dont je venais, me semblait appartenir à un autre pays. Puis, un soir, juste au moment où je quittais le travail, mon téléphone a sonné pour un appel vidéo, provenant d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Le visage de ma mère a d'abord rempli l'écran. Plus âgée, et plus maigre que dans mes souvenirs, sans maquillage, et avec une posture effondrée, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Mon père était à côté d'elle, avec l'air d'un homme pour qui la fierté était enfin devenue un fardeau trop lourd à porter. Et derrière eux, sur le bord d'un canapé, dans ce qui n'était clairement plus leur ancienne maison, était assise ma sœur. Silencieuse. Pas de coiffure parfaite, pas de complaisance, et plus aucun applaudissement ne résonnait en elle. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis, ma mère s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Pas le genre théâtral
qu'elle avait l'habitude de produire en public, lorsqu'elle cherchait de la compassion. Elle a prononcé mon nom, comme le font les gens, quand ils ont épuisé absolument toutes leurs autres stratégies. Elle m'a avoué qu'ils avaient commis de terribles erreurs. Elle m'a dit qu'ils avaient perdu la maison. Elle m'a dit que ma sœur et Miles se séparaient, et que le divorce prenait une tournure très laide. Elle m'a expliqué que la carrière de mon père était ruinée, et que les choses n'étaient plus faciles du tout. Puis, elle a prononcé les mots que j'avais attendu d'entendre toute ma vie, et dont je n'avais désormais plus besoin, nous avions tort. Je l'ai regardé, et j'ai réalisé qu'une excuse sans prise de responsabilité sonne toujours comme quelque chose d'incomplet. J'ai donc posé la seule question qui comptait, tort à propos de quoi? Elle a fermé les yeux une seconde, comme si la réponse la faisait souffrir physiquement. Tort à ton sujet, a-t-elle murmuré. Tort sur ta valeur. Tort sur la façon dont nous t'avons traité. Tort d'avoir choisi les apparences, au détriment de l'équité. Ma sœur refusait toujours de regarder la caméra. Mon père a finalement pris la parole, et a admis qu'il aurait dû arrêter tout ça, il y a des années. Il m'a confié qu'il s'était persuadé de maintenir la paix, alors qu'en réalité, il protégeait le mauvais enfant de ses conséquences, tout en sacrifiant le bon pour y parvenir. J'ai cru qu'il était sincère, et d'une certaine manière, cela a rendu la situation encore plus triste, et non meilleure. Car une vérité qui arrive en retard, ne vous rend jamais les années qu'elle a volées. Puis, ma mère a fini par dire la véritable raison de son appel. Elle a demandé si nous pouvions tout recommencer. Elle a demandé si je pouvais trouver la force dans mon cœur, d'aider la famille à guérir. Elle n'a pas demandé d'argent directement, mais la forme de sa requête restait exactement la même qu'elle l'avait toujours été, reviens, stabilise-nous, rends tout cela plus facile à survivre. Je les ai regardés tous les trois, et j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais pensé ressentir à cet instant. Ni de la haine, ni un désir de vengeance, mais de la clarté. Ce genre de clarté qui apparaît, une fois que le deuil a fini de se transformer en sagesse. Je leur ai annoncé que j'allais bientôt me marier. Je leur ai dit que ce serait intime, paisible, et rempli de personnes qui ne m'avaient jamais obligé à mériter une dignité élémentaire. Ma mère s'est mise à pleurer encore plus fort, et a demandé s'il y avait encore une chance qu'il puisse en faire partie. Ma sœur a finalement levé les yeux, et pour la première fois de ma vie, elle a paru toute petite. Non pas parce que la vie l'avait rendue humble et bienveillante, mais parce qu'elle l'avait dépouillée de ce public qu'elle confondait avec de l'amour. J'ai pris une grande inspiration, et je leur ai donné la vérité, qu'ils avaient passé des années à fuir. Vous m'avez appris très exactement ce que j'étais pour cette famille, lorsque vous m'avez pris ce qui m'appartenait, lorsque vous m'avez ri au nez, tout en vous attendant à ce que je reste. Je vous ai cru. J'ai bâti ma vie entière autour de cette leçon. Maintenant, vous allez devoir vivre avec ça, vous aussi. Ma mère a murmuré, d'une voix suppliante, s'il te plaît. Ma sœur a ouvert la bouche comme pour protester, puis l'a refermée aussitôt. Mon père s'est contenté de me dévisager. Avec le regard d'un homme qui voit la facture finale, pour une dette qu'il a ignorée depuis trop longtemps. Je leur ai dit que je ne souhaitais la ruine d'aucun d'entre eux. Je leur ai dit que j'espérais sincèrement qu'ils apprendraient comment traiter les gens, avant même d'avoir besoin de quelque chose de leur part. Je leur ai dit que j'espérais qu'un jour, ma sœur comprendrait qu'être favorisé n'est pas la même chose qu'être aimé, et qu'être protégé des conséquences peut rendre une personne extrêmement faible, dans tous les aspects qui comptent vraiment. Puis, j'ai dit que je ne reviendrais pas. Je n'allais pas rouvrir une porte, à laquelle ils n'avaient frappé, qu'une fois que la vie était devenue insupportable, de leur côté. J'ai mis fin à l'appel, avant qu'ils ne puissent répondre. Un mois plus tard, j'ai épousé Ethan, au bord d'un lac paisible, sous des guirlandes de lumière chaude, et de vieux arbres qui n'avaient pas besoin de décoration, pour être magnifiques. Il n'y avait pas de grand spectacle, ni de faux luxe, ni de besoin désespéré d'impressionner qui que ce soit. Juste des vœux, des rires, des personnes arrivées en avance car elles voulaient aider, et le sentiment profond et constant, que je ne vivais plus dans l'ombre de l'histoire de quelqu'un d'autre. Quand j'ai marché vers l'hôtel en direction d'Ethan, je n'ai pas pensé à ce que ma famille m'avait pris. J'ai pensé à ce qu'ils avaient échoué à détruire. Ma paix intérieure, mon discernement, ma capacité à aimer, sans avoir besoin d'humilier quelqu'un en premier. Et ça, plus que n'importe quoi d'autre, c'était la fin qu'ils ne s'attendaient jamais à me voir vivre. S'il y a une leçon à tirer de tout ce qui s'est passé,
ce n'est pas seulement que la cruauté finit toujours par se retourner contre vous. Même si c'est souvent le cas. C'est surtout que le favoritisme empoisonne absolument tout ce qu'il touche. Il blesse profondément l'enfant qui est négligé, mais il vide aussi de sa substance l'enfant qui est adulé. En lui apprenant que l'amour peut être remplacé par l'indulgence, et que la valeur personnelle provient du paraître au lieu de la force de caractère. Il apprend aux parents à confondre le contrôle avec la bienveillance, et l'image avec le succès, jusqu'à ce qu'ils se réveillent un jour, entourés par les ruines de leur propre choix. Et il enseigne à l'enfant ignoré l'une des leçons les plus difficiles qui soient. Qu'il arrive parfois que la guérison commence au moment précis, où l'on arrête de supplier d'être traité équitablement par des personnes qui tirent profit de notre silence. La famille devrait être le tout premier endroit où une personne apprend la dignité, et non l'endroit où elle la perd. L'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour. Le pardon sans changement, ce n'est pas une réconciliation. Et protéger sa paix intérieure, face à des personnes qui ne reconnaissent votre valeur, qu'une fois qu'elles ont besoin de vous, ce n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi.